Donc on va enchaîner avec la présentation des différents académiciens qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Donc ils vont se présenter leur parcours, et puis ensuite vous pourrez leur poser quelques questions en fonction de vous, peut-être vos idées de parcours professionnel à venir. Voilà, donc on va peut-être commencer par Monsieur Delmas. Bon. Bonjour à tous, chers confrères, chers étudiants. Je m'appelle Bruno Delmas et vous avez vu que dans ma présentation, il est indiqué que je suis archiviste paléographe. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le titre qu'ont les anciens élèves de l'école des Chartes. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'école des Chartes? Bon. Alors c'est un grand établissement, donc on accède par concours, classe préparatoire, et il y en a à peu près, des classes préparatoires, il y en a à peu près dans toute la France, dans certains lycées. À l'époque où moi j'ai préparé, il n'y avait que le lycée Henri IV, donc j'ai passé le concours, et donc à l'école des Chartes, on était surtout centré sur le Moyen-Âge, les époques anciennes. Et moi, j'ai fait ma thèse sur un manuscrit, parce que l'imprimé, c'est un manuscrit d'un savant montpelliérain du XVe siècle. C'était une énorme encyclopédie qui avait toute une histoire. Et elle se trouvait à la bibliothèque Colombine de Séville, et avait été acheté par un des fils de Christophe Colomb, c'est le fondateur de la bibliothèque, au marché de Beaucaire. Nous sommes au XVe siècle. Et à part ça, son auteur était totalement inconnu. Et donc ma recherche était de trouver qui il était. Il était né sur les bords de la mer Baltique. À 14 ans, il est allé faire ses études à Prague, et puis il y a eu l'affaire des Hussites, et donc de nation allemande, il était allé fonder l'université de Leipzig. Et puis l'université de Leipzig, au départ, on ne savait rien sur lui. Une fois à l'université de Leipzig, il avait gagné Paris pour la Sorbonne, et ensuite il avait poursuivi ses études médicales à Montpellier, où il avait été élu chancelier. Il avait été pendant une vingtaine d'années le chancelier de cette université. Donc la mobilité des études au Moyen-Âge, c'était déjà connu, mais là un bel exemple. Mais surtout, vous voyez, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des archives partout. Puisque pour avoir pu reconstituer, je suis allé pas à pas des choses. Alors, je poursuis sur mon parcours, parce que vous me dites, mais que faites-vous là? N'est-ce pas? Eh bien, ensuite, je sors de l'école des Chartes, je passe l'examen de recrutement, et je suis en si bonne position que je peux rester à Paris, pour continuer mes études savantes. Et on me dit, votre avenir, c'est l'école des hautes études, avec les études savantes sur la science au Moyen-Âge. Et puis, quelques jours après cela, il y a le bal de l'école des Chartes. Et au bal de l'école des Chartes, il y a le chef du service du personnel qui me dit, Monsieur Delmas, enfin, il me couvre la pommade, je me dis, qu'est-ce que ça cache? Voilà, nous sommes en train de construire à Aix-en-Provence un grand bâtiment d'archives pour rassembler toutes les archives qui concernent l'outre-mer. C'est un chantier tout, le directeur a besoin d'un adjoint. Alors, on a besoin de vous absolument. Maintenant, si vous refusez, vous pouvez refuser, mais si vous allez là-bas, vous pourrez revenir à Paris quand vous le demanderez, vous aurez ce que vous voudrez. Bon. Alors, moi je dis évidemment, bah oui, je vais y aller, c'est intéressant. Et là, je vais à Aix-en-Provence, on construit le bâtiment.
Et moi, on me charge de réceptionner les archives d'outre-mer, qui avaient été rapatriées de partout et qui se trouvaient dans tous les ports de France. Il y en avait même dans les sous-sols du Grand Palais, que vous connaissez. C'était bourré d'archives. Et donc, on me charge d'installer dans les bâtiments. Alors, tous les matins, j'avais une équipe de dockers qui montait de Marseille pour qu'on puisse. Et on avait tous les jours un semi-remorque qui apportait des documents. Et il fallait les classer, les mettre en ordre. Ouvrir les sacs qui venaient d'Algérie, sacs de jute, casser les caisses qui venaient d'Indochine et qui dormaient depuis l'indépendance d'Indochine, depuis les années 54, au château de Pierrefonds. Je vous dis, il y en avait partout. Et puis réunir tout ça. Et à la suite de cela, mais je suis peut-être un peu trop long, à la suite de cela, il y a un congrès d'archivistes. Et moi je suis là, donc je fais ce travail d'identification, de rangement, de découverte. Tous ces documents sont passés dans mes mains. Hein. J'avais une équipe de gens, mais pour là où il fallait mettre, etc., j'étais. Et on me dit, je vais à un congrès d'archivistes, je me souviens à Pau, et il y a quelqu'un de l'UNESCO qui est là et qui dit on cherche un archiviste pour la Côte d'Ivoire. Alors je me dis tiens quand même, ça fait des années que je suis, 2 ou 3 ans, que je travaille dans ces archives d'outre-mer, mais j'aimerais bien quand même voir à quoi ça ressemble. Et donc je me présente évidemment, il n'y avait pas pléthore de gens, il s'agit d'aller en Côte d'Ivoire pour créer un centre modèle d'archives nationales pour toute l'Afrique francophone. Bon, j'y vais, et puis là, pendant 2 ans, je monte ça. Et puis, on me dit, oui, mais attendez, on a besoin aussi, là, ce que vous avez fait, c'est très bien, j'avais un contrat qui compte, mais ça va, le contrat est rempli, on a besoin de vous au Sénégal, parce qu'il y a une école de formation d'archivistes pour l'Afrique francophone. Alors je dis oui, mais j'ai pas fini. Et puis j'ai dit bon, c'est quand? Ben, dans 15 jours, hein, évidemment, dans 15 jours. Alors j'ai juste le temps de faire mes cantines, d'arriver à Dakar, à l'université, où il y avait une formation, une école de formation qu'on était en train de mettre sur pied. Et donc je commence à faire des cours, à monter des choses, et puis à voir ce qu'il faut faire, il faut adapter. Moi je venais quand même du XVe siècle, je vous rappelle. Hein. Donc il fallait quand même s'adapter un peu. Et donc on s'adapte. Hein. Mais dans la vie c'est ça, les choses, il y a des imprévus. Il ne faut jamais fermer, si on le sent, il ne faut jamais fermer la porte. Hein. C'est un premier enseignement. Hein. Et pas rester fixé. Je vous dis, c'était tout tracé. J'avais une carrière aux hautes études. Dans la science médicale du Moyen-Âge. J'avais mon patron, il m'avait dit, vous me succédez, et on n'était pas pléthore, hein, vous vous en doutez bien. Et voilà, je choisis peut-être un peu la difficulté, et donc je vais donc à Dakar, et je suis resté, je fais cette formation, etc., c'est très intéressant. Et puis, mon contrat alors je formais des homologues, mon contrat se termine, on me dit restez. Non, je dis non, je suis venu pour un contrat pour former des successeurs. J'ai formé 4 Sénégalais qui ont suivi mes cours, que j'ai envoyé former première année, deuxième année qui ont suivi mes cours, troisième année qui ont fait eux-mêmes des cours. Maintenant, j'ai rempli mon temps et mon contrat, ce serait malsain que je reste. Je ne vais pas rester. Je ne dis pas que j'en avais pas envie, mais je dis non, le processus, c'est pas ça. Donc, je rentre à Paris, je me retrouve à la direction des archives de France. Bon. Et puis un jour, par hasard, au milieu du mois d'août, je vais pour une réunion syndicale, et au cours on discute, puis il y a quelqu'un qui dit, vous savez, on vient de créer une nouvelle chaire pour les archives contemporaines à l'école des Chartes, et
voilà, et puis voilà, c'est un tel qui va l'avoir, etc. Je me dis, mais ça, c'est pour moi. Hein? L'annonce avait été faite le 8 août, le dépôt des dossiers le 15 août, enfin, un truc comme ça. Hein? Alors je téléphone au directeur de l'école, disant, je viens d'apprendre ça. Moi, je le sens. Qu'est-ce que... Ah, et ben, il me dit, mais oui, pourquoi pas, venez me voir, on discute. Il me dit, bon, il m'encourage. Bon, j'étais évidemment le plus jeune, moi chevronné, on était 7. Hein. Mes amis me téléphonaient de temps en temps en me disant, où en sont tes emprunts russes? Je dis, vous voyez, c'était très encourageant. Je suis peut-être un peu long, mais on nous demande de vous dire des parcours. En passage, parcours, vous voyez que l'école des Chartes, ça peut mener à tout. Et donc je me présente, il y a les élections, je suis élu au premier tour. Peut-être parce qu'ils se sont dit, pour quelque chose de nouveau, il faut quelqu'un de jeune. Pour quelque chose de nouveau, il faut quelqu'un qui ait vu autre chose que la France et les problèmes français. Bon, toujours, ils m'ont fait confiance, et c'est ainsi que j'ai enseigné à l'école des Chartes. Mais évidemment, tout ce séjour en Afrique, j'avais laissé beaucoup d'amis et d'élèves, etc. Ce qui fait que j'ai fait de nombreuses missions. J'ai pratiquement visité tous les pays d'Afrique francophone. À Tunis, on m'a demandé de faire pendant 10 ans une formation sur les archives. Puis ça a été en Russie, où on a monté un master commun avec l'école des archivistes de Moscou. Puis ça a été la Chine. Hein, et donc j'ai quitté la Chine, mon dernier voyage en Chine, c'est au moment, je suis rentré à temps avant que la Covid ne nous boucle tous. Je précise que je venais de Wuhan. Et donc je pourrais raconter beaucoup d'autres anecdotes, mais vous êtes venus ici pour écouter des informations sur les archives en général et les archives d'outre-mer. Alors, comme je vois votre professeur qui est en face de moi, vous êtes historien, enfin vous faites des études d'histoire, vous êtes en Master 1, et donc je vais vous poser une question qui va vous paraître évidente. Qu'est-ce que c'est que les archives? On vous l'a dit? Vous avez une idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est? Ah, vous en avez vu certainement, déjà, ou pas encore. Vous avez visité des services d'archives. Mais est-ce qu'on vous a dit ce que c'était que les archives? Après tout, pourquoi y a-t-il des bâtiments d'archives et des bibliothèques? Tout ça, c'est l'écrit. C'est la même chose. Hein? Quelle est la différence? Si vous voulez voir Notre-Dame de Paris, vous pouvez aller dans n'importe quelle bibliothèque de France, on vous donnera Notre-Dame de Paris. Mais si vous voulez avoir l'acte de naissance de Victor Hugo, vous le trouverez où? Hein? À Besançon. Et il n'est que là. La différence entre justement les livres, la documentation, etc., et les archives, c'est une différence de nature. Vous avez d'un côté des documents qui sont produits par l'action des personnes, et vous connaissez la fameuse phrase que je ne vais pas redire de Michelet disant lorsqu'il visite les archives nationales et qui dit dans les grandes galeries vous avez visité peut-être les archives nationales, il faudra peut-être le faire si vous pouvez, où on voit ces grandes galeries pleines de cartons, de registres, etc. Et il dit, je dis à peu près, ces documents, ce ne sont pas de vieux papiers, ce ne sont pas de vieilles chartes, etc. Ces documents, ce sont des vies. Ce sont des vies de personnes, de provinces, de régions, de peuples. Et ils sont tout ce frémissement quand ils passent dans ces...
c'est que les archives, ce sont les documents chaque fois d'une personne, hein, et les documents que d'elle, et qui sont les témoins de sa vie, de son existence, et de ses actions. Parce qu'on est dans une société de l'écrit où tout laisse une trace, ses actions. Mais vous savez sans doute très bien la différence entre une minute notariale, hein, qui est un document, un acte, hein, qui est passé, qui est conservé, etc. Alors, donc des documents uniques, des documents d'une personne, produits dans le cadre d'une action bien définie, ce qui fait que tous ces documents ont un caractère d'authenticité. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les documents privilégiés par les historiens. Hein? Vous pouvez étudier toutes sortes de documents, etc., c'est très bien. Hein? Des livres, etc. Mais quelque chose d'irréfutable. D'ailleurs, parfois, il y a des personnes qui se font piéger. Il y a quelques années, je ne fais pas de politique, c'est juste un exemple. L'ancien ministre des Finances, Strauss-Kahn, dont vous avez entendu parler, mais pour d'autres raisons, avait été épinglé parce qu'il avait reçu une rémunération très importante, je crois, de la MGEN. Voilà. Et il apporte à l'appui un document. Daté, signé, tout est en règle. Seulement, il y a un problème. Il est sur papier en tête. Et l'en-tête, c'était celle qui était en usage 10 ans plus tôt. C'est ennuyeux. C'est-à-dire qu'autour de ces documents, et pour certifier leur authenticité, il y a aussi une discipline qui s'est développée, que vous avez peut-être entendu parler, et qu'on appelle la diplomatique, à ne pas confondre avec la diplomatie, cher ambassadeur, et qui est l'étude des diplômes, l'étude des documents. Alors, je ne vais pas vous parler de ça, c'est tout. Voilà. Donc, je parle un peu de fils, voilà, aussi le fil de mon histoire. Donc, il y a des documents partout. Et ces documents tels qu'ils sont à l'état brut, on peut en tirer des milliers de choses, suivant l'angle d'attaque. Et donc, à quoi ça sert les archives? Vous allez me dire, à écrire l'histoire. Alors, au risque de vous choquer, écrire l'histoire, oui et non. Non, pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit que ça sert à écrire l'histoire, vous qui êtes des étudiants dans une discipline historique, ben vous pensez à écrire l'histoire universitaire. L'histoire. Mais c'est faux, les archives, ça sert à bien plus que ça. L'histoire académique, d'ailleurs, évolue, elle a ses thèmes, etc. Mais l'histoire, les archives, l'histoire, c'est une façon d'exploiter les archives. Mais une seule, suivant les... tout d'abord, ça sert à prouver. Je parlais tout à l'heure de l'état civil, je vous parlais tout à l'heure du notariat. Ce sont des documents qui font preuve et qui sont établis suivant des protocoles précis. Et si on en déroge, il y a un soupçon de fausseté, de falsification. Ça sert aussi tout simplement à se souvenir des choses. On garde, vous avez des correspondances, enfin vous êtes peut-être un peu jeune pour en avoir, mais vos parents ont peut-être des correspondances de leurs parents, auxquelles ils tiennent et qui conservent, puis qui relisent, pour se souvenir. Ça sert aussi à s'identifier. Je parlais tout à l'heure d'état civil, mais quand vous faites votre généalogie, c'est une façon de vous identifier. Quand vous faites l'histoire d'une ville, vous voyez, l'histoire, ou quand vous faites l'histoire d'une science, vous faites de l'histoire. Mais c'est pas forcément l'histoire. Je sais bien que l'histoire c'est beaucoup diversifié, mais faut... Et puis, ça sert aussi tout simplement à la connaissance. Et à la connaissance scientifique, et à la connaissance en général. Ces trois utilités, je les cite
Donc elles s'entrecroisent, elles s'entremêlent évidemment, hein, je schématise. Mais c'est pour dire que ce n'est pas enfermé dans des disciplines bien identifiées. Donc, alors, tous ces documents, on comprend pourquoi on les conserve. On les conserve, et donc et pourquoi il y a un métier particulier, parce que ça ne peut pas être le même métier que les bibliothécaires, évidemment. Je me souviens quand on était en classe prépa, il y avait un élève qui était à l'école qui était venu nous voir, puis en nous disant, si vous hésitez entre bibliothécaire et archiviste, si vous avez un document authentique en main, si vous sentez quelque chose, vous êtes archiviste. Et bon, moi, les livres anciens, tout ça, je trouvais ça très intéressant. Et je vais à la Bibliothèque nationale, peu de temps après mon entrée à l'école, et on y allait pour s'initier à la paléographie. Et alors on avait des recueils de documents, on prend. Et puis un jour, je tombe sur un papier, et il y avait écrit simplement ceci. Nous avons gagné la bataille, Ivry, Henri. Alors vous connaissez tous l'histoire de France, et donc dans les guerres de religion, Henri IV, pour la conquête de son trône, et la bataille d'Ivry. Papier presque informe, un peu taché même. Et là, j'ai reçu un choc, c'est-à-dire que ça, signé par Henri IV, moi, je l'ai en main, comme s'il me l'avait adressé à moi-même. C'est-à-dire à côté de tout ce que je vous ai dit, il y a cette dimension des archives qui est une dimension d'avoir un contact avec la vérité, d'être transporté d'ailleurs. Et ça, c'est une des choses, et moi, ça y est, c'était clair. Je serai archiviste, pas autre chose. Et dans toute la suite de ma vie, qu'il s'agisse de documents anodins ou autres, chaque fois, on est en contact avec une réalité, avec une vie, avec quelqu'un avec une vie. Alors pour un grand événement politique connu de tous, parfois des choses plus anodines, hein, comme Fabrice à la bataille de Waterloo, hein, on est comme ça là, sur le bord à côté, mais on participe à quelque chose d'important. Et donc c'est alors le métier d'archiviste, et bien, s'il n'y a pas d'archives, il ne peut pas y avoir d'histoire. Et d'ailleurs, si vous voyez, quand il y a des guerres civiles, etc., ou des guerres, un des objectifs, c'est de détruire les archives. Je me souviens, j'avais été envoyé, personne ne voulait y aller, donc on m'avait envoyé au Liban, après la première guerre civile, donc ça dans les années 76. Et on m'avait envoyé pour voir ce qui restait. Hein. Tout avait été brûlé. Le cadastre, des choses comme ça, qui prouvaient le titre de propriété. Donc la preuve que ceci était bien celui-ci, mais qui me permettait à n'importe qui de dire ceci m'appartient. Donc il y avait là quelque chose d'une importance fondamentale. Et donc le rôle des archivistes, c'est donc de transmettre. Alors pour transmettre, on conserve, il y a toutes sortes de techniques, il y a des bâtiments, il y a des locaux, et puis il faut rendre accessible. C'est-à-dire que ces archives, parfois sont très anciennes, difficiles à accéder, et parfois, ce sont les archives d'aujourd'hui. Mais c'est la raison pour laquelle, dans certaines circonstances, eh bien, on va publier des archives pour les rendre accessibles. Tout à l'heure, notre secrétaire perpétuel faisait allusion à la collection des Fontes Historia Africanae. Et quel est l'objectif de cette collection? L'objectif de cette collection, c'est de publier des archives antérieures à la colonisation. Pour que les historiens qui font l'histoire africaine puissent avoir accès à l'histoire, sinon c'est facile, on prend les archives coloniales, et puis c'est écrit en français, tout le monde peut lire, on est très content. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment c'était perçu? Nous avons publié un certain nombre de volumes dans lesquels
on prend des documents qui sont écrits en arabe, en langue locale, et tout à l'heure vous verrez un certain nombre de volumes que nous avons publiés. Nous les transcrivons, nous les traduisons, nous les annotons, de façon à ce que quelque chose qui se trouve, je sais pas, soit à la Bibliothèque nationale en France, comme à Dakar ou dans les pays, ou dans les familles, nous avons un volume dans lequel il y a plusieurs textes, dont certains nous ont communiqués par des familles qui ont conservé ces documents. Et donc, pour que les gens, les chercheurs de tout pays, africains en premier lieu, c'est à eux que c'est destiné, c'est pour ça que l'on met la reproduction du document, sa traduction, sa transcription, sa traduction, etc. Ça c'est pour, je dirais, les chercheurs africains, mais aussi pour, je dirais, les autres chercheurs du monde entier. Il n'y a pas de raison que cette histoire soit ignorée. Et donc, voilà par exemple une façon, un rôle que nous pouvons avoir. Donc, transmettre, et pour cela conserver pour les générations futures, et rendre accessible à tous au maximum. Alors pour ça, les ressources sont immenses. Il y a des services d'archives dans tous les pays d'abord, aujourd'hui. Pas il y a 50 ans, et aujourd'hui il y en a, avec en général du personnel formé. Et donc il y a les archives nationales, les archives départementales, etc., municipales. Il y en a dans beaucoup de pays, au moins les archives nationales, puis les archives de ministères. Il y en a aussi dans des institutions, dans des entreprises. Et donc ce sont des sources aussi bien pour, par exemple, quelqu'un qui voudrait travailler sur la France, un département, la population, la démographie, puisqu'on parle beaucoup de démographie par exemple, mais aussi on peut travailler sur des archives qui viennent de l'outre-mer. Et ces archives-là, on en a donc le principal centre, c'est bien sûr Aix-en-Provence, c'est les archives nationales, la Bibliothèque nationale, qui a des fonds très importants, mais il y a aussi par exemple le Muséum d'histoire naturelle, bien sûr les archives nationales avec le fonds d'Aix-en-Provence et beaucoup d'autres institutions, sans compter par exemple parfois des bibliothèques municipales, où des gens qui ont vécu outre-mer ont donné à la bibliothèque leur bibliothèque, et dans la bibliothèque, il pouvait y avoir des documents qui intéressaient leur séjour outre-mer. Voilà. Alors, rapidement, pour conclure, je n'ai été que trop long pour conclure, mais il y a différentes façons d'y accéder. Tout d'abord, il y a des formations qui vous font concurrence. Il y a des masters d'archivistique dans beaucoup d'universités. Ceux qui sont les plus connus, les plus proches d'ici, c'est évidemment c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, et à Saint-Quentin-en-Yvelines, et aussi à Angers. Mais il y en a à Lyon, il y en a à Lille, il y en a à Pont. Enfin, je ne vais pas les énumérer toutes. Voilà. Et puis ensuite, comment rentrer dans ces fonctions? On peut candidater. Alors, quand on fait ces écoles, souvent il y a des stages, etc. Et c'est l'occasion de se faire connaître, de se faire apprécier et de se faire recruter. Et les stages sont une bonne formule. Les stages, quand on est dans une formation, peuvent être une bonne formule pour entrer. Et aujourd'hui, vous avez des archivistes qui passent des concours pour entrer dans la fonction publique. Alors il y a les conservateurs, qui passent l'Institut du patrimoine, et il y a des chargés d'études documentaires qui ont pratiquement la même carrière, mais qui ont en moins, si je peux dire, des responsabilités administratives. Enfin, ils peuvent en avoir rien. Et puis, il y a comme ça différents concours de recrutement pour la fonction publique d'État, pour les fonctions publiques territoriales. Et puis, tout simplement, les candidatures, on peut être recruté.
il y a eu des archivistes dans de grandes entreprises. Je vais citer, bien sûr, je dirais la plus ancienne d'entre elles, Saint-Gobain, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais vous avez aussi, par exemple, le Crédit Lyonnais. Et vous avez comme ça des grandes banques. Mais vous avez aussi des entreprises plus... Et ça se développe de plus en plus avec la numérisation, où il y a, mais par exemple, Van Cleef, je crois, a recruté il n'y a pas si longtemps que ça un archiviste. Enfin, je cite évidemment des références emblématiques, mais il y a des choses qui sont plus simples, mais tout aussi intéressantes. Voilà. Ce que je voulais vous dire, évidemment, vous avez compris que je pourrais parler bien plus longtemps que tout ça. Voilà, je vous remercie. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. On va mutualiser les questions Très bien. pour la fin. Oui. Puisque vous avez déroulé votre passionnant parcours, mais on a aussi 4 autres académiciens qui vont présenter le leur, donc je leur demanderai d'être peut-être un petit peu plus court que vous. Ah, mais je on respecte le temps imparti. J'ouvrais le feu. Voilà, donc je vais appeler Monsieur Frémaux, qui va venir nous présenter son parcours d'historien spécialisé donc dans l'archivistique et dans l'histoire coloniale et l'Afrique du Nord. Enfin, Oui, mais lui, archivistique, oui, vous avez compris ce que c'est. si je puis me permettre, cher confrère, il a commencé ses recherches à Aix-en-Provence, aux archives d'outre-mer. Et avec les documents que moi j'avais sortis des caisses, ou plutôt pour vous, des sacs de jus. Exactement, j'ai pratiquement les mieux à faire. Non, j'ai bien dit que... Non, mais non, une fois que les documents sont classés, je plaisante, mais c'est vrai qu'une fois que les documents sont inventoriés et bien classés, une bonne partie du travail est quand même faite. On n'a plus qu'à les lire et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus long. Bien, donc je vais essayer d'être plus bref. Écoutez, finalement c'est assez simple. Qu'est-ce qui m'a décidé à faire une carrière d'historien? C'est que l'enfant, j'ai vu passer l'histoire depuis mon balcon, puisque j'habitais à Alger, et donc j'ai assisté, enfin je n'ai pas assisté, mais j'ai vu passer justement un certain nombre d'acteurs, parce que je n'étais pas très loin du centre d'Alger. Et donc j'ai vu passer comme ça les parachutistes du premier REP, le général de Gaulle, des manifestants anti-gaullistes, voilà. Donc ça a été, et comme disons que bon, c'était une vie qui était bien plus intéressante que celle d'aujourd'hui. Il faut reconnaître, même si quand on est enfant, on réalise moins peut-être le côté dramatique. Et on s'aperçoit davantage, on voit les images qui passent devant vos yeux. Bien. Donc tout ça s'était terminé sur l'aérodrome de Maison Blanche au mois de mai 1962. Et donc, ça a été pour moi la première découverte. L'histoire, c'était quelque chose de vivant. C'était vraiment quelque chose qu'on pouvait voir. Et pas du tout quelque chose de livresque, si vous voulez. Bon, ensuite, j'ai fait des études à Lyon, essentiellement d'abord au lycée Ampère, puis au lycée du Parc. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai passé le concours de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Donc ensuite, lorsqu'il a fallu choisir justement à l'entrée à l'école normale supérieure, disons que le choix était entre les lettres classiques et l'histoire. Bon, et finalement, je me suis plutôt orienté vers l'histoire. Bon, je vais bien les langues anciennes, mais on n'a pas pu le faire d'abord. Et vraiment, j'avais envie de travailler sur ces sujets proches, si bien que lorsque il a fallu faire un mémoire de maîtrise, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'histoire de l'Algérie, et non pas alors à l'époque, non pas sur la guerre d'Algérie, qui était évidemment plus proche, mais qui était difficile d'accès à l'époque, parce que les archives n'étaient pas ouvertes, parce que c'était quand même très, très proche,
et c'était vraiment un sujet très brûlant, mais sur la conquête de l'Algérie, parce que finalement je me suis aperçu que ce qu'on appelait les pieds noirs étaient des gens qui ne connaissaient pas vraiment l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la manière dont c'était faite la présence de la France en Algérie, et que c'était donc quelque chose d'important à connaître. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses. Donc j'ai fait ce travail, j'ai ensuite passé l'agrégation, et lorsque j'ai enseigné, j'ai continué dans cette voie d'historien. Donc c'est quelque chose d'assez simple, avec la lecture des archives pour la guerre d'Algérie. Finalement, oui, j'ai accédé aux archives, surtout aux archives de l'armée. J'ai fait notamment des travaux sur les combats d'Algérie, sur les diverses opérations militaires qui sont accessibles maintenant. Et mon idée finalement, c'était d'essayer oui, à peu près de manière un peu prétentieuse, mais enfin bon, après tout, Dieu m'a donné un certain nombre d'années, donc de mener un peu cette histoire de la guerre de l'Algérie depuis la conquête jusqu'à 1962, si bien qu'actuellement, je suis en train j'ai déposé chez l'éditeur un livre justement sur l'histoire des Français en Algérie de 1830 à 1962. Alors tout ça, je l'ai inscrit dans un cadre plus large, dans le cadre de la colonisation et de la décolonisation, et pas seulement de la colonisation française, mais aussi dans le cadre de la décolonisation européenne, mais également américaine et russe, pour élargir un peu le sujet. J'ai essayé aussi, quand même, de prendre, dans la mesure du possible, le point de vue, parce que ça c'est important, le point de vue de ce qu'on appelait les colonisés. Et donc, c'est ce qui m'a amené aussi à travailler avec, on a essayé du moins, de travailler ces dernières années avec des collègues algériens dans le cadre d'une commission mixte qui était pilotée normalement par l'Élysée, qui devait essayer de rapprocher les points de vue, d'essayer d'harmoniser. Bon, on s'est aperçu, et ça c'est intéressant aussi pour un historien, on s'est aperçu que l'histoire et la politique, ce sont deux choses évidemment extrêmement différentes, et que comme disait Lorenzaccio, je te conseille de ne pas t'en mêler. Bon, mais c'est quand même une expérience extrêmement intéressante. Alors, qu'est-ce que je retire de tout ça? Je retire de tout ça que, d'abord, évidemment, la mise au point de l'histoire, c'est quelque chose d'important, mais que le problème de l'histoire, c'est moins, finalement, ce qu'on peut savoir, que le problème de ce que les gens ne veulent pas savoir. C'est-à-dire que vous pouvez essayer d'approfondir des connaissances, vous pouvez essayer de les préciser davantage. Tout le problème est d'avoir devant vous des publics qui sont prêts à les écouter, qui sont prêts à les entendre et qui sont prêts à se débarrasser de leurs préjugés. Et ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire seulement comme historien. Si l'atmosphère générale, l'ambiance générale n'est pas à cette ouverture, évidemment vous ferez quelque chose qui restera, qui sera déposé dans les bibliothèques, mais qui risque d'avoir des résultats très limités. Donc la conséquence que j'en tire finalement, c'est que tout cela, ça dépend. Ce travail d'historien, il est inséparable de l'enseignement, de l'éducation en général et de la manière dont l'éducation est faite dans un pays. Donc ça nous amène à des questions extrêmement larges. Ça nous amène à vous-même, si vous avez envisagé l'enseignement, à penser que l'enseignement c'est quelque chose, surtout l'histoire actuellement, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Bon, je ne dis pas que ce soit une œuvre impossible. J'ai d'anciens élèves qui enseignent dans des classes d'histoire, y compris dans des classes de ce qu'on appelle la banlieue, qui s'en tirent très bien et qui trouvent ça extrêmement intéressant. Mais ça exige un véritable engagement. Et un engagement qui n'est pas seulement un engagement dans le sens de la science ou dans le sens de la pédagogie de votre discipline, mais dans le sens de la vivacité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important de prendre en compte. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais je vais quand même insister sur ces points. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Cécile. Monsieur le Président, chers confrères, chers amis, je suis un des 8 anciens ambassadeurs qui ont intégré l'Académie des sciences d'outre-mer à l'issue de leur parcours. Moi, je voulais être diplomate quand je préparais le bac au lycée Ronsard de Vendôme. Et j'ai eu vraiment cette vocation en regardant faire un oncle qui était déjà diplomate à l'époque. Ensuite, j'ai orienté mes études dans cette direction-là et j'ai servi 40 ans au ministère des Affaires étrangères, 20 ans à Paris, 20 ans à l'étranger, avec des allées et venues permanentes. J'ai eu la chance de servir dans différentes régions. J'ai commencé en Égypte, ensuite j'ai servi 3 fois en Afrique subsaharienne, Afrique francophone, en Guinée, Afrique anglophone, en Rhodésie juste avant l'indépendance du Zimbabwe, Afrique lusophone, comme ambassadeur au Mozambique, et puis j'ai servi au Canada 2 fois comme consul général à Québec, comme ambassadeur à Ottawa. Et j'ai terminé ma carrière, la partie externe de ma carrière au Pakistan. Ce Pakistan qui, depuis hier soir, a soudain une image positive et apparaît comme un acteur efficace d'une très très grande négociation internationale à venir. Et à Paris, je me suis longtemps occupé d'affaires européennes, de la CEE, puis de l'Union européenne, et j'ai eu 2 postes qui m'ont beaucoup intéressé, chef du protocole du président Mitterrand les 2 dernières années et chef du protocole de Jacques Chirac les deux premières années, et puis chef de l'inspection générale du ministère, c'est-à-dire le service d'audit qui est là pour aider les ambassadeurs, les consuls à organiser au mieux leur travail et soutenir leurs demandes auprès de l'administration centrale. Alors, je trouve que moi j'ai choisi la diplomatie bilatérale. La diplomatie multilatérale, c'est la diplomatie des organisations et des conférences internationales. Je peux d'abord en dire un mot très rapidement. Il s'agit de faire prévaloir nos vues dans des enceintes comme les Nations Unies, l'UNESCO, l'Union européenne, par la négociation. Donc c'est un travail de négociation à New York, à Genève, à Vienne, à Bruxelles. Il faut trouver des alliés, il faut construire des alliances autour de nos positions, de nos propositions, et essayer de les faire avancer. Donc c'est un travail qui est très intéressant sur des sujets qui peuvent être extrêmement techniques. Quand vous avez une conférence sur l'environnement ou sur les océans ou sur les pandémies, comme celle qui se tient à Lyon depuis hier, et vous travaillez avec des techniciens dans des équipes très pluridisciplinaires. Et dans la diplomatie bilatérale, on est aussi dans une équipe. D'abord, on est jeune diplomate dans une équipe avec un ambassadeur, un numéro 2, etc. Et on est avec des militaires, avec un conseiller culturel, avec un conseiller commercial, etc. C'est pour ça que les diplomates se sentent très à l'aise ici à l'Académie, parce que, comme ça a été très bien dit, c'est une académie multimétier depuis la fondation de l'Académie des sciences coloniales. Et je trouve que la diplomatie bilatérale, qui consiste à représenter son pays dans un autre pays, elle s'inscrit tout à fait dans le thème de votre master, crise, pouvoir, société. C'est exactement ça la diplomatie aujourd'hui. Par exemple, regardez, vous imaginez bien que dans cette guerre États-Unis, Israël, Iran, nos 3 ambassades, Washington, Tel Aviv et Téhéran, elles déploient toutes leurs antennes pour comprendre ce qui se passe, comprendre l'entourage de Trump, essayer de voir s'il y a des désaccords à l'intérieur de l'administration américaine. Et à Téhéran, essayer d'avoir le maximum de contacts
dans un pays qui est opaque, mais avec une société qui demande l'ouverture au maximum, et énormément d'Iraniens qui veulent davantage de contact avec l'Occident et qui sont prêts à dialoguer avec les ambassades occidentales, mais qui en même temps, plus elles sont prêtes à dialoguer, plus elles ont envie d'échanges culturels et intellectuels avec l'Occident. Ces élites iraniennes sont surveillées, évidemment, il ne faut pas les mettre en difficulté. Donc, le rôle des diplomates, c'est de comprendre le pays, de l'expliquer à Paris, d'avoir le maximum de contacts, et puis d'expliquer les positions françaises. Quand vous êtes ambassadeur au Liban aujourd'hui, ambassadeur de France au Liban, du matin au soir, vous avez affaire à des Libanais, et Dieu sait si les contacts sont faciles dans ce pays, et Dieu sait s'il y a vraiment un amour de la France depuis très longtemps, mais du matin au soir, vous avez affaire à des Libanais qui vous disent « Nous ne comprenons pas la position française, vous nous laissez tomber, pourquoi ne faites-vous rien pour arrêter cette guerre entre Israël et le Liban ?» Vous expliquez dans les médias, expliquez sur les réseaux sociaux. Quand Cécile Kohler et Jacques Paris ont pu quitter l'ambassade de France, d'abord c'était le fruit de mois et de mois de discussions secrètes entre services secrets et entre diplomaties qui, elles, ne sont pas totalement secrètes, mais le rôle des diplomates a été très important. Au Quai d'Orsay, le centre de crise créé par Bernard Kouchner était au contact quotidien des familles de Cécile Kohler et de Jacques Paris. Mais quand ils ont quitté l'ambassade hier en voiture vers la frontière de l'Azerbaïdjan, ça a été un voyage à haut risque. Et ensuite, le passage de la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan a pris 4 heures. 4 heures, ils étaient dans un convoi de l'ambassade de France. Et 4 heures de négociations entre les diplomates français de Téhéran, la police aux frontières iraniennes et la police aux frontières de l'Azerbaïdjan. Donc, les diplomates sont là pour faire un travail extrêmement important d'assistance aux communautés françaises, sécurité des Français de l'étranger, c'est pour nous la priorité numéro 1. Le rôle culturel, vous savez que la France est le seul pays du monde à avoir un réseau mondial de collèges et de lycées français qui permettent à un expatrié, à un enfant d'expatrié, et surtout à des étrangers, puisque les lycées français ont 2 tiers d'étudiants étrangers, mais de parcourir tout depuis la maternelle jusqu'au bac, de faire les mêmes études qu'en France, et de revenir en France pour s'inscrire dans une université avec les mêmes facilités qu'un étudiant qui aurait accompli toute sa scolarité en France. Le rôle économique des diplomates est très important. Quand on annonce la signature d'un très grand contrat, que ce soit un contrat d'armement ou un contrat de métro ou un contrat de télécom, les grands groupes français s'appuient sur l'expertise et les réseaux de nos diplomates à l'étranger. Un bon ambassadeur, c'est celui qui dit au président de Veolia ou au président d'Engie, Monsieur le Président, vous avez eu raison de traiter avec tel ou tel ministre, mais n'oubliez pas le jeune conseiller technique du Premier ministre, il est très important, il faut que vous le voyez, je vais lui passer un coup de fil et il sera très influent. Donc, soutien de l'économie française, soutien à l'export, soutien aux investissements étrangers. Voilà. Donc, bien sûr, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est un métier formidable qui vous ouvre une quantité d'horizons géographiques, culturels, intellectuels très larges. Il ne faut pas avoir de plan de carrière, ça ne sert à rien. Les événements sont là, les événements de la vie imprévisibles sont là pour perturber complètement les plans. C'est un métier qui est difficile, c'est ça le défi. Hein. Bon, métier formidable, mais métier dans lequel le taux de divorce est beaucoup plus élevé, est très supérieur à la moyenne, parce qu'il est très difficile d'avoir à tout moment pour les 2 conjoints
un travail intéressant dans le pays où vous allez. Mais on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment, et à certains moments, on se sent vraiment utile dans des pays compliqués, des pays en crise, des pays dans lesquels on a une faible présence française et où vous êtes un des rares à pouvoir raconter à Paris ce qui se passe. Alors, comment devient-on diplomate? En passant des concours. Il y a des concours d'entrée directe au Quai d'Orsay, le concours de conseiller des affaires étrangères, le concours de conseiller Orient. L'ANGZO prépare à ces concours d'Orient. Et il y a l'Institut national du service public, qui est une voie d'entrée, mais qui ne vous garantit pas de sortir au Quai d'Orsay. Alors que les concours directs, dont vous trouverez toutes les modalités sur le site du Quai d'Orsay, eux sont évidemment, vous permettent immédiatement d'entrer au ministère, et vous avez votre formation historique est extrêmement utile. Votre curiosité, c'est celle de tous les diplomates. Déjà, vous vous intéressez à différentes époques, et diplomates, on s'intéresse à différents pays. Donc, vous êtes bien préparé à ce métier. Et moi, je suis prêt à vous en parler en petit groupe. Si vous voulez qu'un jour, on peut aller prendre un café ensemble. Je laisserai à l'un de vous mes coordonnées. Ce sera toujours avec plaisir. Voilà. Bonne chance de toute manière. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir notre seule académicienne présente aujourd'hui. Voilà, malheureusement, on a moins d'académiciennes que d'académiciens, mais on essaye d'y remédier, de mettre un peu plus de parité dans les recrutements. Et donc, je vous prie d'accueillir Madame Roiland. Bonjour mes collègues académiciens et vous tous et toutes étudiants. Alors, j'ai des points communs avec tout ce que j'ai entendu déjà. Je vais juste commencer par vous dire que moi aussi j'étais passionnée d'histoires très différentes qui me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Je suis vendéenne. Dans mon enfance, y compris en Vendée, les guerres de Vendée, on n'en entendait pas parler. Et c'est encore le cas, puisque pour mes enfants, je me suis pas mal disputée avec les instituteurs et les institutrices sur ce sujet. Et j'avais un grand-père qui était allé en 1921 en Syrie, un des rares Vendéens à avoir quitté sa Vendée natale, et qui était mécanicien dans l'aviation, et qui était fasciné par l'histoire de Laurence d'Arabie. Et dans notre fratrie, j'étais la seule à être fascinée par tout ce que racontait mon grand-père. Et il m'a légué les photos qu'il avait faites à son époque, qu'il avait tirées lui-même dans l'Euphrate. Et voilà, ces histoires, j'étais baignée dans mon enfance par les histoires des guerres de Vendée dont on parlait, mais dont on ne parlait pas vraiment, et qu'on ne vous enseignait pas. Et par ce Moyen-Orient fascinant qui m'attirait, et comme en tant que Vendéenne, du sud de la Vendée, à proximité, il y avait René Caillé, qui était le premier découvreur de la ville de Tombouctou, et je rêvais aussi d'aller à Tombouctou. Donc moi j'étais fascinée par l'histoire, et je n'ai pas fait d'études d'histoire. J'ai fait des études de droit, à La Rochelle puis à Poitiers, et je rêvais de rentrer au Quai d'Orsay. Et mon professeur de maîtrise de droit international à l'époque m'avait dit, si vous voulez rentrer au Quai d'Orsay, il faut passer le concours cadre d'Orient, dont on vient d'entendre parler, secrétaire cadre d'Orient. Et je vous conseille de faire de l'arabe si vous êtes passionné par le Moyen-Orient, parce que pour pouvoir être efficace et comprendre une société, il faut parler la langue. Et évidemment, même à Poitiers, on n'enseignait pas l'arabe. À l'époque, c'était dans les années 80, il fallait monter à la capitale, donc j'ai débarqué à Paris. J'ai fait l'Institut libre d'études des relations internationales à l'époque.
Et je me suis inscrite à l'INALCO, donc à l'époque encore l'école des langues orientales, pour faire de l'arabe, pour me préparer. Et comme on vous l'a dit également, mes 3 collègues académiciens, la vie vous fait emprunter des voies un peu étranges. Je n'ai pas pu faire le cadre d'Orient, d'abord parce qu'à l'époque, c'était quand même il y a 40 ans, c'est il y a longtemps, on décourageait les femmes. Donc droit international, puis j'étais diplômée des langues orientales en arabe, et ce n'était plus la voie royale dans les années 85-90. Ce n'était plus la voie royale avant l'école des langues orientales, effectivement, et c'est redevenu le cas, formait pour passer le concours. Pendant quelques années, c'était plus le cas. Donc j'ai intégré par le hasard des rencontres l'institut dans lequel je travaille encore aujourd'hui, qui est l'Institut de recherche et d'histoire des textes au CNRS. J'y suis entrée comme vacataire, et on peut encore y entrer comme vacataire au CNRS. Donc des contrats courts, des vacations ou des contrats à durée déterminée. Ils cherchaient une arabisante et on n'était pas si nombreux à l'époque, pour s'occuper d'une base de données. Donc depuis le début de ma carrière, en réalité, 1988, le développement des outils informatiques. Pendant mes études, on n'avait pas encore d'ordinateur, ça semble complètement fou aujourd'hui. Et ce développement de l'informatique m'accompagne jusqu'aujourd'hui, des nouvelles technologies m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Donc, il cherchait à l'époque quelqu'un de jeune qui aurait la volonté de transformer une base de données. À l'époque, je ne me souviens même plus sous quel format c'était, mais elle était passée par tout un tas d'étapes, du bordereau papier jusqu'à une entrée de fiches dans les premiers Mac. Il fallait rendre cette base de données dans laquelle il y avait des biographies d'environ 30 000 savants du monde arabe médiéval, il fallait les rendre accessibles. Et donc pendant des années, je me suis occupée de corriger des données de cette base qui est aujourd'hui accessible en ligne, en arabe, alors qu'à l'époque elle était en transcription phonétique, une transcription qui n'existe plus du tout d'ailleurs. Et pour que les chercheurs puissent avoir accès à ces biographies de savants du monde arabe médiéval depuis le 7e siècle jusqu'au 16e siècle. Donc j'ai mis un pied comme ça au CNRS, et comme pour rentrer dans la diplomatie, au CNRS il faut passer des concours si on veut y rester. Sinon, aujourd'hui, on fait 6 ans de CDD et ensuite, malheureusement, vous devez partir. Et si vous arrivez en tant que doctorant, vous pouvez faire des contrats post-doctoraux, mais vous êtes en permanence en train de chercher des postes. Donc, le mieux, c'est de tenter les concours. Alors moi, je n'ai pas fait de doctorat parce que j'ai fait de l'arabe et au bout de 8 ans d'études, j'estimais qu'il était temps de rentrer dans la vie active. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui ? Dans cet institut dans lequel je suis restée, je suis partie pendant une dizaine d'années dans un centre d'histoire des sciences et des philosophies arabes et médiévale, parce que c'est toujours l'arabe qui me sert d'outil pour me déplacer dans ma carrière. Puis je suis revenue à l'IRHT, Institut de recherche et d'histoire des textes, à la section arabe, et dans laquelle je suis aujourd'hui ingénieure de recherche. Pour être ingénieur de recherche aujourd'hui, il faut avoir une thèse. Je suis rentrée en tant qu'ingénieure d'études et j'ai évolué à l'intérieur du CNRS. Il y a des étudiants de l'IEP qui viennent quelquefois à notre stage d'initiation au manuscrit, parce que quand je suis arrivée à l'IRHT, je suis devenue fascinée, comme peut l'être monsieur Bruno Delmas, par les archives.
j'ai été fascinée par les manuscrits, parce qu'à l'IRHT, notre outil principal, ce qui nous relie tous à l'Institut de ce laboratoire, c'est les manuscrits arabes, pour ce qui me concerne, le monde arabe médiéval, mais il y a aussi une section latine, une section grecque, hébraïque, le monde roman, et notre point commun, c'est les manuscrits qui sont conservés en France, les photographier, aujourd'hui on les numérise, les étudier l'histoire de la transmission de tous les textes qui contiennent. Et en France, il y a de très nombreux manuscrits dans toutes les bibliothèques de France municipales. Alors on connaît la BNF, on connaît la Bibliothèque des langues orientales, mais on sait moins qu'il y a des manuscrits dans toutes les langues d'ailleurs, dans toutes les bibliothèques municipales de France, ou presque. Et ces manuscrits dorment. Pour ce qui concerne les manuscrits arabes, ils dorment même complètement, parce que je suis la seule à les cataloguer. Donc depuis maintenant 20-25 ans, j'accompagne ce processus de catalogage des manuscrits arabes. Donc pour cette mission-là, je me suis formée sur le terrain avec mes collègues chercheurs, bien sûr, parce que ça ne s'enseigne pas dans les universités, malheureusement. Donc les étudiants viennent une fois par an dans notre institut pour se former, pour suivre des stages d'initiation pour lire des manuscrits. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet institut de recherche et d'histoire des textes. Je crois que j'ai eu depuis une dizaine d'années peut-être 2 ou 3 étudiants de l'IEP qui sont venus à l'IRHT. Et donc aujourd'hui, j'accompagne ce travail avec la découverte des nouvelles technologies, parce que pour accéder au texte, il faut savoir lire les manuscrits, ce qui n'est pas facile, mais on a des outils numériques qui se développent. Vous connaissez l'ossérisation, la reconnaissance des caractères. On fait aujourd'hui des expériences avec l'ashtérisation, donc des outils qui permettent numériques qui permettent de lire à votre place les manuscrits arabes, quelle que soit l'écriture, mais en arabe, il y a énormément d'écritures différentes. Et le monde numérique en arabe, il est extrêmement minoritaire sur la toile, ça doit représenter moins de 5%. Donc tout ce développement des outils numériques, il est vraiment en chantier aujourd'hui pour ce qui concerne toutes les langues d'outre-mer, toutes les langues asiatiques, arabes, persans, africaines en caractère arabe. Tout ce monde-là est aujourd'hui en plein développement, et on a créé il y a quelques années un consortium au CNRS qui s'appelle DISTAM, qui réunit les chercheurs et des ingénieurs justement pour mettre en commun tous les outils numériques qu'on utilise les uns et les autres, parfois séparément, pour partager nos expériences et les faire découvrir aux étudiants qui arrivent maintenant et aux futurs chercheurs que vous êtes donc aujourd'hui. Donc ça s'appelle DISTAM. Et enfin, j'ai une dernière passion qui est la sauvegarde du patrimoine. Alors bien sûr, comme je suis passionnée par les manuscrits, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la sauvegarde du patrimoine des manuscrits arabes qui sont en danger. Ils sont en danger dans de très nombreux pays, parce que malheureusement, le monde arabe, le monde du Moyen-Orient, mais pas seulement, de l'Afrique aussi, est en guerre permanente. Et je me suis beaucoup investie depuis 2013 à Tombouctou pour la sauvegarde des manuscrits, parce que la première chose que font les ignorants, quels qu'ils soient, intégristes, c'est de vous empêcher d'avoir accès au savoir, parce que si vous n'avez pas accès au savoir, vous êtes beaucoup plus facilement manipulable. Donc il y a tout un processus en cours toujours un peu partout dans le monde aujourd'hui, de numérisation de ce patrimoine et de sauvegarde aussi sur le plan physique de ces objets qui bien souvent souffrent parce qu'ils sont très anciens, mais aussi parce que à cause des conditions climatiques qui varient et qui menacent ce patrimoine de disparaître. Donc je suis aussi investie dans cette démarche, et comme j'associe toujours les nouvelles technologies, j'essaye,
J'ai une collègue qui vient d'inventer, c'est en développement, un nouvel outil numérique qui permet d'enregistrer la main, le geste des copistes et des calligraphes. Et mon objectif personnel, quand ça sera utilisable de façon plus facile, mon rêve serait de me déplacer dans tous les pays où il reste encore des copistes. Comme à Tombouctou, il reste un copiste, il y en a quelques-uns encore à Madagascar, il y en a de moins en moins, en Ouzbékistan, bref, un peu partout, qui ont des techniques qui sont en train de disparaître. Et donc, les nouveaux outils permettraient d'enregistrer les gestes pour pouvoir les conserver les données. Et on a fait des premières expériences pour enregistrer le geste du dernier représentant de l'école calligraphique de Bagdad, et de représenter en 3 dimensions les objets à partir de ces gestes sur le papier, mais aussi dans l'air. Et alors, pour finir, je voudrais vous dire pourquoi je suis arrivée, moi, à l'Académie des sciences d'outre-mer, que je ne connaissais que de nom, d'ailleurs. Je n'ai pas eu la chance, comme vous, d'y être invitée pendant mes études. C'est grâce à Monsieur Delmas qui vient parfois à l'Institut de recherche et d'histoire des textes en tant que médiéviste, et lui aussi passionné par les manuscrits et les archives, et au programme Fontes Historiae Africanae, qu'on a appelé Sources africaines, qui est un programme international qui permet de revisiter les sources. Moi, je suis attachée à ces sources manuscrites, réécrire l'histoire de l'intérieur, à partir des sources que l'on trouve dans les pays concernés. Donc, je vous montre quelques exemples. Donc, on a créé une collection en France qui s'appelle Sources africaines chez Goettner. Et donc, chaque année, on essaye, depuis 2018, je crois, de publier un ouvrage. C'est des chercheurs qui choisissent un de leurs thèmes de recherche, par exemple celui-ci, et grâce aux sources aussi que l'on trouve à l'Académie des sciences d'outre-mer, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des manuscrits à l'Académie des sciences d'outre-mer, notamment des manuscrits malgaches en caractère arabe pour Madagascar. Et donc, ça c'est une doctorante qui a publié sa thèse en éditant un texte historique qui raconte l'histoire des ancêtres du sud de Madagascar. Et il y a beaucoup de généalogie. Ces travaux sont essentiellement des travaux historiques, c'est ça qui nous intéresse en particulier. Donc un autre ouvrage très intéressant qui s'appelle « Écrire la guerre au Fouta Djallon ». Donc ça, c'est des textes en arabe ou bien dans des langues vernaculaires, mais en caractère arabe. Donc il ne suffit pas de pouvoir déchiffrer l'arabe, il faut aussi pouvoir lire les caractères arabes, mais comprendre la langue qui est derrière. Je suis confrontée très souvent à ce problème-là dans les bibliothèques municipales en France. Ça, c'est le dernier ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Le comte Maurice Begnowski, le rêve d'un royaume malgache ». C'est vrai que depuis le début, on s'intéresse, et les publications sont essentiellement en lien avec l'Afrique et Madagascar. Et il y en a un qui concerne l'Éthiopie, un très beau volume qui est un catalogue des manuscrits d'une petite bibliothèque à Harar en Éthiopie. Qu'est-ce qui est celui-ci ? Donc ça, c'est ce qui m'a amené à l'Académie de sciences d'outre-mer et qui associe mon goût pour les sources et pour l'écriture de l'histoire de l'intérieur à partir des textes que l'on découvre. Et moi, je découvre encore très régulièrement dans nos bibliothèques des textes écrits en arabe, mais il y en a aussi en persan, en hindi, en javanais, qui sont des textes qui sont inédits et que donc j'invite tout le temps, chaque année, les étudiants à découvrir ces textes et à faire des thèses, des travaux de master pour mettre en valeur le patrimoine qu'on a encore, nous, dans nos bibliothèques ou ailleurs. Ben voilà.
dépasser l'horaire. Donc, monsieur Voisin, c'est à vous pour nous présenter votre parcours d'archéologue. Vous pensez que vous allez encore tenir, voilà. Bon, je vais essayer de tenir 10 minutes, moi. Je vous le promets. Et si je n'ai pas fini, je m'arrêterai quand même, parce que sinon vous allez être mort. Alors, ma présentation va se décomposer en deux parties qui n'ont rien à voir. La première, je vais vous dire 3-4 mots sur les leçons de mon existence et de mon parcours, parce que je suis parti d'un petit village du Jura, 343 habitants, et puis j'ai parcouru un peu le monde. Voilà. Et puis la deuxième, je vous dirai quand même 2 mots en accord avec le bibliothécaire sur la richesse des fonds privés qui sont déposés ici, parce que vous êtes de futurs historiens, donc il faut que je vous explique un peu, pas dans le détail, mais avec un certain nombre de petits aspects, ce qui peut peut-être intéresser certains pour des sujets de master, de thèse qui sont ici. Alors déjà, concernant ma vie, mon parcours, je pense que, vous voyez, avec mes cheveux blancs, je peux dire que j'ai eu au moins 2 vies parallèles. La première, j'étais fonctionnaire territorial pour vivre de manière alimentaire, on va dire. Fonctionnaire territorial, j'étais directeur de la culture et du patrimoine, déjà dans une ville, puis après à la tête de la région Lorraine. Et comme ça, là où j'étais, j'ai été repéré par les affaires étrangères françaises, et on m'a proposé de partir à l'étranger, selon l'expérience que j'avais déjà eue, qui avait été remarquée dans ces collectivités, pour partir à l'étranger diriger ce qu'on appelle les instituts français. Donc je suis parti à Beyrouth, où j'ai eu la chance, ça a été un point important dans ma vie, de rencontrer cet ambassadeur, Daniel Joanneau, qui était en poste et avec lequel j'ai eu beaucoup d'honneur de travailler pendant 4 ans. Puis après, l'Afghanistan, l'Iran, l'Algérie. Et puis, quelque chose qui a été aussi important, lié, tout à l'heure, notre collègue l'a dit, le problème ou la chance ou les atouts que peuvent présenter la connaissance d'une langue. J'ai été passionné depuis le collège par l'allemand. Comme ça, je viens de l'Est de la France, on ne parle pas allemand en Franche-Comté, mais j'ai été passionné par mon prof. Et j'ai eu ces rencontres dans la vie, ces coïncidences, de faire en sorte que j'ai été mêlé au premier jumelage franco-allemand de collectivités locales. J'étais le seul à parler l'allemand côté français dans ma collectivité, donc on m'a dit, est-ce que vous en occupez ? Et puis de là, de fil en aiguille, c'est parti, et je me suis retrouvé comme conseiller auprès du président du Sénat allemand, qui était le président du Land de Thuringe, comme responsable, coordinateur des relations après, en Allemagne de l'Est, en Thuringe, après la chute du mur, pour créer des contacts entre tous les acteurs de la vie quotidienne de ce land, de Thuringe, qui est le plus petit d'Allemagne, avec des partenaires éventuellement français. Donc il fallait faire des connexions. Et repéré là, on m'a envoyé ensuite, on m'a proposé de partir en Afghanistan sur un projet pilote qui était un consulat franco-allemand à la frontière irano-afghane, parce que les Allemands avaient une grosse présence depuis 100 ans dans le secteur, et ils voulaient donc monter quelque chose de franco-allemand, et ils testaient un endroit dans le monde, et, bref, pour se défausser de leur absence en Irak vis-à-vis des Américains, ça c'est politique, ils misaient tout sur l'Afghanistan. Et je me suis retrouvé en Afghanistan, puis j'ai terminé en Algérie. Et ce que je retiens de ça, parce qu'à côté, vous verrez, la deuxième pique que j'ai eue, c'est que l'université, vous voyez, quand on est en master, moi aussi je suis allé jusqu'au doctorat, mais parallèlement, par rapport à ma vie, je retiens une chose, c'est que l'université nous donne, et un de mes premiers profs à l'université nous avait enseigné ça, en disant, vous êtes dans une filière historique, par exemple. Ne restez pas enfermés dans la spécialité que vous avez choisie, qui est l'histoire, qui est la géographie, qui est la science. L'université, elle est en train de vous façonner votre esprit. La méthodologie, le sens de la synthèse,
et donc une forme d'adaptabilité à des circonstances que la vie peut vous offrir. Et Bruno Delmas vous a raconté comment sa carrière, partant de l'école des Chartes où il avait une carrière toute tracée, il lui est arrivé beaucoup d'autres choses, parce qu'il était curieux, il a été ouvert à ce qui s'est présenté, et il ne s'est pas enfermé derrière ce statut qu'aurait pu être sa vie. Et donc, moi, je l'ai fait de manière innée, vous savez, enfin, je veux dire, ça ne se calcule pas forcément, mais j'avoue que tout le parcours qui m'a été donné, c'est vrai, par cette leçon que je retenais de cet enseignant, me disant, ne vous enfermez pas dans votre système primaire du départ. Et pour moi, l'allemand, que j'avais appris sans penser qu'il allait me servir un jour dans la vie, parce que c'était la mode dans les années 60, dans ma région, on prenait allemand première langue, puis on faisait latin à côté, et je voue que grâce à cet allemand, j'ai pu donc avoir ce poste en Thuringe, qui était un poste pilote qu'il fallait créer. C'était extraordinaire d'être le proche dans le cabinet de ce ministre-président qui a le rang d'un chef de gouvernement en Allemagne. Puis après, grâce à ça, toujours cette expérience, grâce à l'allemand, est intégrée dans l'administration allemande, m'envoyer sur un poste pilote en Afghanistan. Vous voyez, vous dites, mais attends, sur quelle planète je vis, quoi? Quand vous partez de votre village, parce que ça vous reste ancré, ça, vous savez d'où vous venez, vous l'oubliez pas. Et donc, ça a été des aspects qui, pour moi, ont été une chance extraordinaire, et peut-être une leçon aussi, où on voit que la vie, elle est peut-être pas linéaire, elle n'est pas écrite pour ceux qui ne laissent pas passer la chance. Parce que la chance, elle se présente, il faut la saisir. Peut-être qu'il y en a qui ne la saisissent pas, parce qu'on vous dit, on vous envoie en Afghanistan, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Bon, mais on peut réagir aussi en disant, ah oui, mais si, c'est quand même les autorités, c'était les deux chancelleries d'État qui avaient eu ce projet, si on m'envoie là-bas, on a mesuré les risques. On n'envoie pas au casse-pipe. Moi, je ne suis pas un légionnaire de la 92e section des Marsouins, voilà. Et donc, je me suis dit, je fais confiance à l'administration qui me propose ça, et j'y vais, parce que je pense qu'on ne sera pas 250 à accepter de partir comme ça. On se fait repérer, et après, les choses sont plus faciles pour l'étage suivant de la fusée. Et puis, parallèlement, j'ai vécu, et ça aussi, c'était un conseil d'un de mes enseignants, j'ai vécu ma passion depuis tout petit, depuis 12 ans, je voulais faire de l'archéologie. Et je me suis dit, d'accord, je vais y vivre avec un métier, mais je garde dans ma tête cette envie de faire de l'archéologie. Donc je partais à 12 ans faire des fouilles clandestines dans le Jura, sur les sites que nous avions autour de mon village. Et de fil en aiguille, donc j'ai passé un doctorat d'histoire et d'archéologie à Nancy. Et j'ai toujours continué à faire de la recherche associée, même étant à l'étranger, à un laboratoire, puis après à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, ce qui fait que, une fois qu'il y a 10 ans, j'étais en retraite, eh bien, j'avais pas à me poser des questions sur ce que j'allais faire chaque jour, puisque j'avais plus ma vie professionnelle alimentaire, puisque c'était ma retraite, mais par contre j'avais du loisir et je pouvais me consacrer à 100% à la retraite, ce que je continue à faire. Alors la deuxième chose, pour 7 minutes, pour vous parler de la richesse des fonds privés qui sont conservés dans cette maison, donc dans les collections de la bibliothèque. Alors, il y a eu 2-3 mots de dit depuis que vous êtes arrivés tout à l'heure. Ce que je voulais dire, il y a à peu près une 60aine de fonds privés qui ont été déposés dans cette maison. Évidemment, ces archives, elles proviennent d'anciens académiciens qui étaient des gens avec des parcours très singuliers, toutes des grandes personnalités. Vous aviez des administrateurs coloniaux, des préfets, des maires à Tananarive, par exemple, des ingénieurs des travaux publics, des ambassadeurs, des directeurs de services régionaux, un ancien président du Sénat,
qui a été ministre des colonies, donc des ministres, des généraux, des enseignants, beaucoup d'enseignants français qui ont enseigné en Indochine, en Algérie, et qui vont, pendant ce temps-là, conserver, qui vont écrire des notes, qui vont faire des visites dans les pays où ils étaient. On va venir sur les documents. Des missionnaires, puisqu'il y a des aspects aussi des religieux qui sont présents. Les domaines traités, j'ai épluché le catalogue, parce qu'il existe un catalogue accessible sur Internet. Il suffit de passer par nos amis de la bibliothèque qui vous donneront le contact. Sur ce catalogue, tout est bien détaillé. Les domaines traités par les documents qui ont été versés, qui constituent ces fonds, vous avez des domaines très variés. L'histoire, l'archéologie, la géographie, la géologie, la botanique, l'ethnologie, la musique, la diplomatie, les affaires militaires, les religions, le christianisme et l'islam. Beaucoup de documentation de ces personnes qui ont vécu dans ce monde de l'outre-mer, dans les anciennes colonies, qui ont traité qui ont traité par exemple de l'islam dans ces pays où ils étaient. Des expéditions d'aventuriers qui sont relatées, inédites dans les documents, les détails vécus par certains sur les indépendances, comme l'Algérie, par exemple, quelqu'un a laissé énormément de documents parce qu'il s'est passionné par ça durant son séjour en Algérie, avant la colonisation, après l'indépendance, sur la disparition des Français. Alors les territoires concernés, vous avez, c'est la liste grosso modo de tout ce qui concerne l'Académie des sciences d'outre-mer, le Maghreb, l'Afrique noire, mais surtout le Tchad, le Togo, la République centrafricaine, le Sénégal, le Congo, les Antilles, après le Pacifique, l'Extrême-Orient, avec l'Indochine, le Cambodge, l'océan Indien, et puis les périodes traitées. Les périodes traitées de tous ces documents qui ont été versés illustrent, pour des études futures, grosso modo le milieu du XIXe siècle pour venir jusque dans les années 2020. Mais c'est essentiellement le XXe siècle. À 90%, tout ce qu'on a dans ces fonds privés donc sont des documents qui permettent d'étudier tous ces pays avec des expériences et des approches très différentes. Le XXe siècle, la forme des documents, quelle sorte de documents va-t-on trouver? On a beaucoup de rapports, des notes personnelles, des fois de la documentation récupérée sur place, de la documentation produite dans les pays concernés et récupérée par les gens qui étaient en poste dans ces régions-là, et puis des albums photos. Nous avons des milliers de photos, donc souvent à caractère ethnologique, qui sont déposées, intégrées dans ces fonds. Et puis je terminerai, pour être exactement dans les temps, sur un fonds qui a une relation presque sentimentale avec la maison qui vous envoie aujourd'hui, qui est le fonds Gabriel Terry, quelqu'un qui a vécu 1891-1959, qui est un théologien, professeur à l'Institut catholique, en même temps qu'à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome, et ses archives à lui sont très spécifiques. Il a été résistant, donc on va illustrer cette période-là, son rôle dans la résistance, mais aussi sur la vie dans la région d'Oran dans les années 1940-1962. Voilà, c'est très original comme type d'archive, mais c'est unique, comme a dit Bruno Delmas, et c'est déposé à la bibliothèque de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup pour toutes ces informations, et notamment donc, cette dernière information que moi-même je ne connaissais pas et qui va peut-être inspirer un sujet de recherche à l'un d'entre vous. Voilà, maintenant est venu le temps donc peut-être des questions-réponses. Donc on va vous faire passer un micro, et puis si vous avez des questions spécifiques en fonction de vous-même, vos aspirations, ou voilà, pour approfondir les parcours que vous avez entendus.
Vous en avez eu assez? Vous n'avez pas de questions? Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'académiciens qui sont aussi issus du monde militaire, dont on a parlé un peu dans la présentation historique, mais qui n'étaient pas forcément représentés dans ce panel. On a néanmoins un académicien illustre qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, le général Faure, qui peut-être peut vous dire quelques mots sur son propre parcours. Alors, je ne sais pas s'il marche ce micro, peut-être pas. Ah, Voilà, c'est mieux. oui, cela marche. Je suis membre de l'Académie depuis 2008 et comme cela a été dit tout à l'heure, il y a 9 diplomates dans notre compagnie et il y a, je pense, 7 ou 8 anciens militaires. Alors personnellement, je suis officier d'infanterie, général de brigade. Je suis né en 1935 et j'ai servi dans l'armée française de 1954 à 1993. Ma carrière a donc été entrée à Saint-Cyr à 18 ans. J'en suis sorti 2 ans plus tard. Et j'ai participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, car c'est ce dont il s'agissait à l'époque, de 1956 à 1962. En plus, et après, j'ai donc servi pendant encore au total 40 ans dans l'armée française, en France et outre-mer. Pour résumer ça en quelques mots, j'ai fait servir pendant 16 ans dans les corps de troupes, parachutiste, infanterie aéromobile, infanterie mécanisée. J'ai également eu l'occasion de faire beaucoup de voyages, et ceci parce que j'avais sans doute une certaine facilité des langues, puisque je suis titulaire des certificats d'anglais, d'allemand, de russe, d'espagnol. J'ai quelques notions également de hollandais, de polonais et même de roumain, qui est une espèce de mauvais italien, matiné de turc et de russe. Ce qui est intéressant, c'est une carrière qui m'a promené autour du monde. Et ceci uniquement parce que j'avais été jugé utilisable compte tenu d'une connaissance linguistique d'une part, et d'une spécialisation très particulière qui est celle tout simplement de la culture générale, histoire, géographie, langue et ethnologie. Je viens sur ces 4 points qui sont une caractéristique du début de ma carrière, où j'ai servi en Afrique du Nord, comme je l'ai rappelé, mais dans une région où j'ai passé finalement 4 ans, et dont la caractéristique, ce n'était pas la langue arabe, mais la langue berbère chaoui. Au cours de ce séjour, j'ai découvert 2 choses. Que premièrement, il fallait comprendre les gens avec lesquels j'étais au contact. Comprendre, alors le point important, c'est qu'une des caractéristiques des berbères chaouia, c'est purement oral. Il n'y a aucune trace écrite, sauf l'enseignement de l'islam en arabe, c'est-à-dire que les enfants apprenaient à répéter de l'arabe sans vraiment comprendre ce qu'ils apprenaient. La deuxième chose aussi, c'est la découverte d'un monde
d'une société qui a complètement disparu. Je résumerai, car j'ai toujours des contacts avec des berbères de cette époque, le sentiment qu'on trouvait parmi les responsables locaux à petit échelon, qui avaient tout un système social régi par ce qu'ils appelaient des canons, c'est-à-dire des lois, mais le canon de Bouzina, ce n'est pas le canon de Tkout, ce n'est pas le canon de Kimmel, etc., etc. Or, il fallait, pour comprendre ces gens, comprendre tout leur mode de pensée. Donc, je vais citer qu'un seul point intéressant. Je m'étais intéressé aux légendes dans ces pays. Je en connaissais avant même d'arriver un certain nombre. Et lorsque je me les faisais raconter sur place, à un moment donné, je leur disais « arrête !» Et c'est moi qui continuais à la fin de l'histoire. Et ensuite la question « mais comment tu sais ça ?» Je ne répondais pas, bien sûr. Et alors la conclusion, c'est intéressant de se noter, mais tu lis dans ma tête. J'ai donc servi pendant 5 ans, enfin plus exactement 4 ans et demi, parce qu'entre-temps, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital, en vivant ce qui est pour moi le résultat d'un indicible gâchis, et j'ai assisté à 2 guerres simultanément, des guerres subversives, une guerre franco-futur-algérien, une guerre franco-française et pire de toutes, une guerre algéro-algérienne. Les témoignages que j'ai gardés de cette époque, ça se résume, je me répète, un indicible gâchis. Après ça, j'ai eu la chance de servir dans une armée moderne qui m'a permis en plus de passer 1 an dans l'armée américaine en 1956-57. Je résume cette expérience en 2 mots. Bien sûr, j'ai appris l'américain et j'ai appris l'espagnol avec mes camarades sud-américains. Mais cette année de séjour aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, 2 mots. Quand je suis arrivé, il y avait 110 000 Américains au Vietnam. Quand je suis parti, il y en avait 550 000. Et la guerre a encore duré 4 ans. Ensuite, j'ai été affecté après l'école de guerre en service d'état-major. Pour accéder à service d'état-major, il faut passer par une épreuve militaire, bien sûr, plusieurs épreuves, mais une épreuve de culture générale. Donc là aussi, les connaissances de l'histoire, de la géographie, de la connaissance des hommes et des terrains est un atout important pour la suite. Cette suite, c'est dans une armée qui est passée de 300 000 hommes à 90 000 hommes, c'est 14 ans en service d'état-major où j'ai eu l'occasion de suivre toutes les opérations militaires et la guerre, y compris l'implosion de l'Union soviétique à partir de 91-92 et l'émergence de la Russie, de la Fédération russe actuelle. Entre-temps, guerre à 3 exemplaires entre Israël et les pays musulmans, tragédie de l'explosion de la Yougoslavie, de la Bosnie, guerre africaine, à commencer par celle de Kosovo dans l'ex-Comore belge, et enfin, depuis que je suis à la retraite, eh bien, par la force des choses, un stéréo historique, je suis une actualité qui est encore constamment marquée par la guerre et dont les derniers avatars datent de moins de 48 heures.
Merci Je beaucoup. reste. J'ai terminé. Merci. Voilà, donc merci pour cette page d'histoire que vous avez déroulée avec votre carrière. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Toujours pas de questions, de remarques. Peut-être que c'est parce que l'horaire est un petit peu dépassé. Bon, en tout cas, on a été ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à rester en contact avec nous et à revenir si vous le souhaitez. En tout cas, nous, on vous ouvrira toujours notre porte. Voilà. Bon après-midi. Merci beaucoup.